Alors, on va débuter le dossier numéro 4. Donc, on va faire le brouillon des zéros ensemble. Madame W, 38 ans, à 10 jours du postpartum. Donc là, vous savez que vous êtes dans une conf de pneumo. À 10 jours du postpartum, ça doit tout de suite vous faire évoquer la maladie thromboembolique. Donc, embolie pulmonaire. Complication classique du postpartum. Consulte en urgence pour dyspnée et douleur basithoracique droite. Donc là, ça confirme notre suspicion. Dyspnée et douleur thoracique latéralisée. Elle a accouché il y a presque 2 semaines d'un beau bébé de 4,5 kg. Bon, ça, on peut se demander s'il n'y avait pas un peu de diabète gestationnel. Ayant nécessité une césarienne. Donc, césarienne, c'est l'équivalent d'une intervention chirurgicale. Donc, c'est encore un facteur de risque d'embolie pulmonaire. Après 5 jours d'alitement et 2 jours supplémentaires à l'hôpital, donc elle a été alitée, donc à nouveau facteur de risque d'embolie pulmonaire. Enfin, de embolie pulmonaire ou thrombose veineuse profonde. Hein. Et son retour à domicile est marqué par l'apparition d'une douleur dans la jambe gauche, donc suspicion de thrombose veineuse profonde à gauche. Qu'elle avait attribué à ses varices. Donc en plus, elle a des varices, c'est un facteur de risque de thrombose veineuse profonde. Mais depuis 12 heures, elle se plaint d'une sensation d'angoisse, d'oppression thoracique associée à une douleur thoracique droite d'apparition brutale. Donc, l'ensemble du tableau, y compris l'angoisse et l'oppression thoracique, nous fait fortement évoquer le diagnostic d'embolie pulmonaire. Donc là, vous savez dans quel dossier vous êtes. Alors, question 1. De façon générale, quelles sont les causes de douleur thoracique à évoquer chez le sujet jeune? Donc ça, c'est une question de cours. Donc là, bon, vous l'avez senti venir, l'embolie pulmonaire, donc vous le répondez en premier, vous mettez embolie pulmonaire. Ensuite, il y a un petit moyen mémotechnique pour les douleurs thoraciques. Alors, c'est pied. Vous devez le connaître. Hein. P comme péricardite, à évoquer. I comme IDM ou maladie coronarienne. Alors, chez le sujet jeune, c'est plus rare, mais on peut avoir des spasmes coronariens quand même chez le jeune. E pour embolie pulmonaire, on en a parlé. D pour dissection de l'aorte. Ça, c'est plus fréquent chez le sujet âgé. Chez le sujet jeune, c'est plutôt post-traumatique. Sinon, les autres causes de douleur thoracique chez le jeune, il y a donc la péricardite, je vous l'ai dit. Il y a les pathologies pleurales, typiquement le pneumothorax, la pleurésie. Dans les causes extrathoraciques, il y a les pathologies œsophagiennes. Spasme de œsophage casse-noisette, ça peut donner des douleurs thoraciques. Il y a les douleurs thoraciques de névralgie intercostale. Et puis, il y a les douleurs thoraciques fonctionnelles, précordiales. Il y a quelquefois des jeunes qui viennent avec des douleurs thoraciques et tout le bilan est normal et on n'explique pas bien d'où ça vient. Et en général, ils vous pointent comme ça à un endroit où ça fait très mal et voilà, c'est bénin. Mais ça doit être un diagnostic d'exclusion. Voilà, je crois que je n'ai rien oublié, mais c'est une liste qui est non exhaustive. Hein. Il y a plein d'autres causes à évoquer. Alors, décrivez votre examen clinique. Donc l'examen clinique, c'est toujours la même chose, interrogatoire, puis examen physique. Alors interrogatoire, vu qu'on part quand même sur le diagnostic d'embolie pulmonaire, on va rechercher des facteurs de risque d'embolie pulmonaire. Donc est-ce qu'il y a des antécédents familiaux de thrombose veineuse profonde? Est-ce qu'il y a des antécédents personnels de thrombose veineuse profonde? Est-ce qu'elle fume? Est-ce qu'elle a pris des progestatifs ou des œstroprogestatifs à visée contraceptif de façon précoce dans le postpartum? À l'interrogatoire aussi, il faut rechercher des signes de gravité de l'embolie pulmonaire. Est-ce qu'elle a fait un malaise ou est-ce qu'elle a des difficultés à la parole? Ça c'est une dyspnée très importante. L'examen physique doit faire rechercher les signes de gravité. Donc on commence par prendre les constantes, fréquence cardiaque, fréquence respiratoire, saturation, la température et la tension. Donc une EP grave, c'est pas tellement sur l'hypoxie, c'est surtout sur la tension que ça se diagnostique. C'est une EP qui entraîne une hypotension.
Après, l'examen pulmonaire, c'est toujours le même. Inspection, palpation, percussion, auscultation. Dans l'embolie pulmonaire, en général, on ne trouve rien. On a un examen pulmonaire qui est normal. Et en revanche, l'examen extra-pulmonaire est important. On va regarder les jambes, on va voir s'il y a des signes de phlébite. On va regarder le ballon du mollet. On va regarder s'il y a un signe de Homans, qui n'est pas très sensible ni très spécifique, mais qui traîne dans tous les livres. C'est à la dorsiflexion du pied, c'est-à-dire qu'on prend le pied, on le relève et on voit si ça fait mal au mollet. Et puis, on va rechercher des signes cardiaques droits, donc toujours la même chose, la turgescence jugulaire spontanée ou le reflux hépato-jugulaire. Question numéro 3. Quelle est votre hypothèse diagnostique principale justifiée? Donc, on a fait déjà plus de la moitié du boulot. On a dit, donc, notre hypothèse diagnostique principale, c'est embolie pulmonaire, a priori sans signe clinique de gravité. Les arguments, donc, c'est une femme qui est en postpartum, c'est une femme qui a eu une césarienne, donc qui est équivalent d'une intervention chirurgicale, c'est une femme qui a eu un alitement prolongé, elle présente donc une douleur thoracique qui est latéralisée, sensation d'oppression et d'angoisse qui se voit beaucoup dans l'embolie pulmonaire, et en plus, elle a des facteurs de risque de thrombose veineuse profonde avec des varices, et elle a mal au mollet gauche. Donc voilà, ça rentre parfaitement dans le tableau. Vous demandez une gazométrie artérielle. Quelle constatation conforterait votre diagnostic? Donc ça, c'est du cours. Dans l'embolie pulmonaire, classiquement, les gaz du sang montrent un effet Shunt. Donc l'effet Shunt, c'est défini par une PaO2 plus une PaCO2 inférieure à 120 mm de mercure. Je crois qu'il y a une question d'un étudiant. Oui, j'ai une question. Je voudrais savoir quelle est la physiopathologie de l'effet Shunt. Alors, je vais vous faire un petit dessin pour vous expliquer. Alors, en gros, il y a deux choses. Il y a l'effet Shunt et le Shunt vrai. Le Shunt vrai, il est non corrigé par l'oxygène. Le Shunt vrai, ça c'est mon alvéole, ça c'est mon vaisseau. Dans le Shunt vrai, donc j'ai le sang qui passe, mais j'ai l'alvéole qui est pleine. Alors, par exemple, ça se trouve dans la pneumopathie. Dans la pneumopathie, on a des zones où l'alvéole est pleine, et donc on a des vaisseaux qui passent, du sang veineux qui passe en artérielle et qui n'a pas été oxygéné. Ça, c'est le mécanisme du Shunt vrai, normalement, qui est non corrigé par l'oxygénothérapie. Alors, dans les shunts vrais, on distingue les shunts intrapulmonaires. Alors, il peut y avoir notamment des maladies aussi vasculaires ou des malformations vasculaires pulmonaires qui font qu'il y a des vaisseaux qui passent même pas au contact des alvéoles, donc ils passent directement de la circulation droite à la circulation gauche, ils n'ont pas du tout été oxygénés. Donc ça, c'est le shunt vrai intrapulmonaire. Il y a le shunt aussi intracardiaque. Par exemple, si on a un foramen ovale perméable et qu'on a une hypertension artérielle pulmonaire, on peut avoir du sang qui passe de l'oreillette droite directement vers l'oreillette gauche. Et donc c'est un sang qui n'est pas oxygéné. Donc ça, c'est un shunt vrai. Alors après, l'effet shunt, c'est dû à un rapport ventilation-perfusion qui est abaissé. Alors, si on prend par exemple le cas de l'asthme, on a le vaisseau, on a des bronches qui sont serrées, et donc du coup, la fraction en oxygène dans l'alvéole, la pression alvéolaire en oxygène, elle est abaissée parce que l'air passe moins bien dans l'alvéole. Et donc dans ce cas-là, on a une ventilation qui baisse, mais on a une perfusion qui reste la même, et donc on a un rapport ventilation-perfusion qui baisse. Donc dans l'asthme, on a un effet shunt, mais si on augmente l'apport en oxygène, si on augmente la FiO2, la pression alvéolaire en O2, elle va augmenter, et donc du coup, ça va corriger l'effet shunt. Alors vous allez me dire, oui, je ne comprends pas, parce que dans l'embolie pulmonaire, mon alvéole, elle fonctionne correctement, c'est mon vaisseau qui est bouché, donc théoriquement, mon volume, il est le même, et c'est ma perfusion qui baisse, donc théoriquement,
mon rapport ventilation-perfusion, il devrait augmenter, puisque le volume, la ventilation, elle reste la même sur une bronche saine, la perfusion, elle baisse sur un vaisseau pathologique, et donc le rapport ventilation-perfusion devrait augmenter. Alors, ce n'est pas ça qui se passe. En fait, dans les zones où il y a des emboles, il y a effectivement une hypovascularisation, et de façon réflexe, à cet endroit-là, il va y avoir une bronchoconstriction. Donc, dans les endroits où le débit va baisser, la ventilation va baisser. Et donc, dans ces zones-là, finalement, le rapport ventilation-perfusion, il va rester le même, il sera à peu près normal. Les zones qui ne seront pas embolisées, donc les zones où il n'y a pas d'embole, on va avoir une alvéole normale et on va avoir un vaisseau normal. Sauf que dans ce vaisseau, le débit va être beaucoup plus important parce que la même masse sanguine qui devait passer dans un certain nombre de vaisseaux va passer dans moins de vaisseaux puisqu'il y en a une partie qui a été embolisée. Donc, dans l'embolie pulmonaire, on a des alvéoles avec un volume qui est normal et on a un débit qui augmente puisqu'il y a des zones dans lesquelles ça passe plus et la même masse sanguine doit quand même traverser le poumon. Et donc, du coup, le rapport ventilation-perfusion, il va baisser puisque ma ventilation ne bouge pas, mon débit augmente et donc mon rapport ventilation-perfusion baisse. Voilà, c'est ça le mécanisme de l'effet Shunt dans l'embolie pulmonaire. Alors, question suivante. Le dosage des dédimères demandé par votre interne revient positif. Qu'est-ce que les dédimères et quelle est la particularité de ce test diagnostique? Alors, les dédimères, c'est un produit de dégradation de la fibrine qui forme les caillots. Donc, quand il y a des dimères, en général, c'est qu'il y a eu un moment en formation d'un caillot et puis dégradation de ce caillot. La particularité de ce test, c'est que c'est un test qui est extrêmement sensible dans l'embolie pulmonaire, mais très peu spécifique. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que si vous avez des dédimères négatifs, il n'y a pas d'embolie pulmonaire. Si vous avez des dédimères positifs, il y a peut-être une embolie pulmonaire, mais il y a possiblement d'autres maladies qui peuvent positiver les dédimères, notamment les infections ou chez les sujets âgés, on peut avoir des dédimères qui sont positifs. Alors, quand je vous dis que des dédimères négatifs excluent le diagnostic d'embolie pulmonaire, ce n'est pas tout à fait vrai, puisqu'on considère que si la probabilité clinique d'embolie pulmonaire est élevée et que les dédimères sont négatifs, on va quand même aller à l'angioscanner pour voir s'il n'y a pas une embolie pulmonaire. Et donc, théoriquement, quand la probabilité d'embolie pulmonaire est élevée, on ne doit même pas faire les dédimères, on doit directement aller à l'angioscanner. Alors, il me semble qu'il y a une question. Dans ce cas présent, fallait-il vraiment demander les dédimères? Alors, donc, justement, je vais en profiter pour faire un petit récapitulatif de la démarche diagnostique dans l'embolie pulmonaire. Donc, il existe un score qui s'appelle le score de Genève. Alors, honnêtement, je ne sais pas s'il faut le connaître pour l'ENC. Mais en gros, le score de Genève, il est utilisé par tous les pneumologues devant une suspicion d'embolie pulmonaire. C'est un score qui comprend plusieurs éléments cliniques, notamment l'âge, est-ce qu'il y a une intervention récente, est-ce qu'il y a des antécédents de thromboembolie, est-ce qu'il y a une douleur basithoracique, est-ce qu'il y a une douleur du mollet. Bon, il y a plusieurs items et en gros à chaque item est accordé des points et en fonction du nombre de points, on va vous classer en probabilité faible, probabilité intermédiaire ou probabilité élevée d'embolie pulmonaire. Donc le score de Genève. En gros, si on est inférieur à 7, on a une probabilité qui est faible. Si on est entre 7 et 11, on a une probabilité qui est intermédiaire. Et si on est supérieur à 11, on a une probabilité clinique qui est forte. Ok. Alors, quand on est devant ce tableau-là, donc quand on a un patient qui vient pour suspicion d'embolie pulmonaire, il faut calculer le score de Genève. Si jamais on a une probabilité forte, on va directement faire un angioscanner, on ne regarde pas les dédimères.
Si on est devant une probabilité intermédiaire ou faible, à ce moment-là, on fait les dédimères. Si les dédimères sont positifs, on fait l'angioscanner. Et si les dédimères sont négatifs, on exclut le diagnostic d'embolie pulmonaire. Voilà. Donc l'intérêt, c'est d'éviter de faire des angioscanners à tous les patients qui présentent des symptômes évocateurs d'embolie pulmonaire. Voilà, on s'est rendu compte qu'on faisait énormément d'angioscanners, ou que parfois on n'en faisait pas, ou que certaines équipes avaient d'autres méthodes différentes de d'autres équipes. Donc on a essayé de standardiser ça, et ça c'est les recommandations actuelles. Alors, dans le cas précis de notre patiente, pour répondre à la question, elle avait un score qui était intermédiaire, puisque elle avait une intervention récente, donc ça c'est un équivalent de 2 points. Elle avait une douleur basithoracique latéralisée, ça fait 3 points. Elle avait une douleur des mollets, ça faisait 4 points, donc au total ça lui faisait 9 points. Et ce qu'on ne nous donnait pas dans l'énoncé, c'était la fréquence cardiaque. Et en gros, si elle a une fréquence cardiaque qui est supérieure à 75, à ce moment-là, elle passe à 11 points et elle passe à probabilité clinique forte. Donc bon, c'est pas du tout ce que je vous demandais dans le dossier parce que c'est compliqué, je pense pas que vous deviez connaître le score par cœur. Mais pour répondre à la question, dans ce cas précis, est-ce qu'il fallait faire les dédimères? La réponse est, si avec la fréquence cardiaque qu'elle avait, le score de Genève était supérieur ou égal à 11, non, il n'y avait pas besoin de faire les dédimères. En revanche, si elle avait une fréquence cardiaque inférieure à 75, elle était en probabilité intermédiaire, même si le tableau clinique était quand même hautement compatible. On lui aurait fait les dédimères et après on aurait fait l'angioscanner. Question suivante. Vous réalisez par la suite un autre examen, donc autre que les dédimères, interprétez-le, c'est l'iconographie numéro 1 du dossier. Donc c'est toujours la même chose, on dit le type d'examen, on dit les signes positifs, on dit les signes négatifs. Alors le type d'examen c'est un scanner thoracique. Il faut préciser si c'est une coupe médiastinale ou une coupe parenchymateuse. Donc là, vous voyez que c'est une coupe médiastinale parce que le parenchyme pulmonaire est tout noir. Ensuite, il faut dire si c'est injecté ou non injecté. Donc, comme on est quand même dans un dossier d'EP, on se doute que ça va être injecté. Ça se confirme parce que les vaisseaux apparaissent plus clairs que les structures médiastinales. Les signes positifs, alors si vous regardez bien sur votre iconographie, à gauche, il y a une artère pulmonaire à l'intérieur de laquelle il y a une grosse lacune noire. Ça correspond au caillot, ça correspond au thrombus dans l'artère pulmonaire. Et les signes négatifs, il n'y a a priori pas d'épanchement pleural, pas d'anomalie du parenchyme, bien qu'on ne puisse pas dire grand-chose du parenchyme quand on est en coupe médiastinale. Et donc vous concluez, la conclusion c'est embolie pulmonaire proximale de l'artère pulmonaire gauche ou d'une artère pulmonaire gauche. On ne vous demande pas de savoir laquelle c'est.